Je me tenais à l'entrée de la salle de bal, une boîte cadeau en argent dans les mains. J'avais volé 8 heures pour être ici. Mon cœur battait la chamade, à moitié rempli d'espoir et à moitié de peur. Je voulais croire que ce soir serait différent. Je voulais croire que ma famille me voulait enfin parmi eux. Mais alors, ma sœur Brooke s'est placée devant moi. Elle portait une longue robe coûteuse et un regard froid sur le visage. Elle n'a pas dit bonjour. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle m'a juste regardé dans les yeux et a prononcé 5 mots qui ont changé ma vie pour toujours. « Tu n'es plus de la famille ?» J'ai regardé derrière elle. Ma mère et mon père se tenaient juste là. Ils l'avaient entendu. Ils m'avaient vue debout, seule dans le froid, mais ils n'ont pas dit un mot. Ils ont juste observé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement retournée et je suis partie. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que je disparaîtrais simplement. Mais ils se trompaient. Ils ne savaient pas ce que j'avais dans mon sac d'ordinateur. Ils ne savaient pas que dans moins d'une heure, leur fête parfaite et leur réputation parfaite allaient s'effondrer. Avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où dans le monde vous regardez. Pour comprendre pourquoi ma sœur m'a fermé cette porte au nez, il faut comprendre la famille Pierce. Nous n'étions pas seulement une famille, nous étions une marque, un empire. Dans le Colorado, si vous vous mariez dans une grange qui paraît rustique, mais coûte 8 600 € à louer, ou si vous organisez un gala de charité avec des sculptures de glace et des fontaines de champagne, vous payez probablement mes parents. Le Pierce Event Group possédait la moitié des lieux de mariage de l'État. Il possédait des entreprises de restauration, des chaînes d'approvisionnement floral et des sociétés d'éclairage. À l'extérieur, ma famille ressemblait à de la royauté. C'étaient les gens qui réalisèrent les rêves des autres. Mon père, Gregory Pierce, était l'homme à la poignée de main en or. Il pouvait entrer dans une pièce et faire en sorte que chaque personne se sente comme l'invité le plus important. Ma mère, Margaret, était la reine. Elle avait un sourire parfait pour les photos, mais très froid quand les caméras s'éteignaient. Et puis il y avait les filles, il y avait Brooke, et il y avait moi, Natalie. En grandissant, notre maison n'était pas un foyer, c'était un quartier général. La table du dîner était une salle de réunion. Nous ne parlions pas de nos sentiments ou de nos journées à l'école. Nous parlions de marges bénéficiaires, de listes d'invités et de perception publique. J'ai appris très tôt que l'amour dans la famille Pierce était conditionnel. On le gagnait en étant utile à l'entreprise. Si vous faisiez briller la société, vous étiez une bonne fille. Si vous ne contribuiez pas à la vision, vous occupiez juste de l'espace. Brooke l'avait parfaitement compris. Elle avait 3 ans de plus que moi, et elle était un clone de nos parents. Elle avait les cheveux blonds de ma mère et le sourire carnassier de mon père. Elle ne voulait pas seulement faire partie de l'entreprise familiale, elle voulait être l'entreprise. À 16 ans, elle critiquait déjà les arrangements floraux de nos lieux. À 22 ans, elle était directrice des opérations. Elle était l'ombre de papa. Elle marchait comme lui. Elle parlait comme lui. Quand ils se tenaient ensemble aux fêtes, ils formaient un front uni, un mur que personne ne pouvait franchir. Maman regardait Brooke avec une fierté vorace. Elle se voyait en elle, mais plus jeune et plus affamée. Et puis il y avait moi. Je n'avais pas la vision. C'est ce que mon père disait toujours. Natalie, disait-il en soupirant en regardant mes devoirs de maths. Tu te concentres tellement sur les petits détails. Tu rates la vue d'ensemble? Tu n'as pas l'étincelle? Il avait raison. Je n'avais pas l'étincelle. Je me fichais des sculptures de glace ou du pliage des serviettes. J'aimais la vérité. J'aimais les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne vous sourient pas en face pour ensuite parler de vous dans votre dos. Si un problème de maths était faux, il était faux. On pouvait le corriger. On ne pouvait pas s'en sortir par le charme avec une erreur de soustraction. Alors, je suis devenue comptable. Dans n'importe quelle autre famille, avoir une fille qui est expert comptable certifié serait une bonne chose. C'est un emploi stable, c'est respectable, mais pour les Pierce, c'était ennuyeux. Ce n'était pas glamour. On ne peut pas mettre une feuille de calcul en couverture d'un magazine lifestyle. Je me souviens d'un dîner de Noël spécifique. J'avais 25 ans, je venais d'obtenir une promotion dans une entreprise de taille moyenne à Denver. J'étais fière de moi. J'avais travaillé dur pour cela sans l'aide des relations de mes parents. Nous étions assis à la longue table en acajou. Le lustre scintillait au-dessus de nous. Ma mère parlait d'un nouveau lieu. Ils achetaient un vieux vignoble. Ça va être magnifique.
dit-elle en coupant son steak. Brooke a cette merveilleuse idée d'importer du marbre italien pour la terrasse. Ça ajoutera une touche de classe européenne, ajouta Brooke en sirotant son vin. Ça justifiera d'augmenter les frais de réservation de 15%. Intelligent, dit mon père en hochant la tête. Très intelligent, Brooke. Je me suis raclé la gorge. Je voulais une part de cette approbation. Je voulais qu'il me regarde, comme il la regardait. J'ai été promue cette semaine, dis-je. Le silence fut instantané. Ce n'était pas un silence confortable. C'était le genre de silence qui survient quand quelqu'un laisse tomber un verre par terre. Ma mère leva les yeux, sa fourchette arrêtée à mi-chemin de sa bouche. C'est bien, Natalie. Ça vient avec une augmentation? Oui, dis-je. Et je dirige une équipe maintenant. Eh bien, dit mon père en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin, c'est bien que tu aies quelque chose pour t'occuper. Bien que je pense toujours que tu perds ton temps à travailler pour des étrangers, si tu t'étais appliqué au côté créatif, tu pourrais gérer la branche d'Aspen maintenant? Je ne veux pas gérer la branche d'Aspen, dis-je doucement. J'aime ce que je fais. Brooke rit. C'était un son court et tranchant. Oh, Nat, toujours à jouer la sécurité. Tu es si averse au risque. C'est pour ça que tu ne comprendras jamais ce que nous faisons. Nous construisons des rêves. Toi, tu comptes juste les haricots? Ils rirent tous. Mon père, ma mère et ma sœur. Ils rirent de ma carrière, de ma passion, de ma vie. Je restais assise là, forçant un sourire, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. C'était la dynamique. Brooke était la star. J'étais le public. Et le public n'était pas censé parler. Le public était juste censé applaudir. En grandissant, l'écart s'est creusé. Brooke a emménagé dans un penthouse payé par l'entreprise. Elle conduisait une voiture de société, une Mercedes noire élégante. Elle partait en voyage d'affaires à Paris et Milan qui ressemblaient beaucoup à des vacances. Je vivais dans un appartement de 2 chambres en banlieue. Je payais mon propre loyer. Je conduisais une Honda de 5 ans et honnêtement, j'étais d'accord avec ça. J'aimais mon indépendance. J'aimais savoir que tout ce que j'avais, je l'avais payé moi-même. Je ne leur devais rien. Mais au fond de moi, il y avait encore cette petite fille qui voulait que son papa dise « Bon travail ». Il y avait encore une partie de moi qui voulait que ma maman m'appelle juste pour dire bonjour, pas pour me demander de corriger sa déclaration d'impôt personnelle, parce qu'elle ne faisait pas confiance au comptable de l'entreprise pour ses dépenses privées. Ils ne m'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose de technique. Natalie. Comment configurer ce nouveau téléphone? Natalie. Regarde ce contrat. Le taux d'intérêt est-il juste? Natalie. Répare ça. J'étais la mécanicienne. J'étais utile. Mais je n'étais pas précieuse. Il y a une grande différence. Le rejet au gala n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il s'est construit brique par brique sur 30 ans. Il s'est construit chaque fois qu'ils oubliaient mon anniversaire, mais organisaient une énorme fête pour l'anniversaire de mi-année de Brooke, parce que ça coïncidait avec la saison estivale. Il s'est construit chaque fois qu'ils présentaient Brooke comme ma fille, et moi comme notre autre fille, la comptable. Il mesurait la valeur par la proximité. Brooke était proche. Elle était là au bureau, respirant le même air, approuvant chaque mauvaise idée qu'ils avaient. J'étais distante. Je posais des questions. J'avais des limites. Et pour un narcissique, les limites ressemblent à une trahison. J'ai essayé de combler l'écart. J'ai présenté mon fiancé, Tyler, à eux. Tyler était un homme bien. Il travaillait comme cadre supérieur au Pierce Event Group. Ironiquement, il travaillait pour mon père avant même de me rencontrer. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il était nerveux. « Ton père est intense », m'a-t-il dit au début. « Je sais », ai-je dit. « Fais juste ton travail et ne te mets pas dans ces mauvais papiers. » Tyler voyait comment il me traitait. Il voyait les yeux au ciel quand je parlais. Il voyait comment ma mère critiquait mes vêtements tout en louant ceux de Brooke. Il essayait de me défendre, mais je l'arrêtais toujours. « Ça n'en vaut pas la peine », disais-je. C'est juste comme ça qu'ils sont. J'étais si habituée aux abus que je pensais que c'était normal. Je pensais que chaque famille avait un enfant en or et un bouc émissaire. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je prouvais que j'étais assez intelligente, ils me verraient éventuellement. Mais on ne peut pas forcer les gens à voir ce qu'ils refusent de regarder. Les dernières années avant le gala ont été les plus dures. L'entreprise grandissait, mais la tension aussi. Mon père devenait plus agressif. Ma mère était plus obsédée par l'image. Et Brooke devenait un monstre. Elle avait le pouvoir.
mais pas la sagesse pour l'utiliser. Elle traitait les employés comme de la poussière. Elle virait les gens pour les avoir regardés de travers. Je restais à l'écart, je gardais mes distances, je me concentrais sur ma propre vie avec Tyler. Nous étions heureux. Nous planifions notre mariage. Mais alors, l'appel est arrivé. Ce n'était pas un appel pour demander comment j'allais. Ce n'était pas un appel pour m'inviter à déjeuner. C'était mon père. Sa voix était tendue, stressée. « Natalie, dit-il, nous avons une situation. Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Mon estomac se serrant. Notre comptable en chef, M. Henderson, a démissionné. Il est parti ce matin sans préavis. Il nous a laissés en alerte juste avant l'audit trimestriel. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je. J'ai besoin que tu viennes, dit-il. Pèse, peux-tu... Mais j'ai besoin que tu... J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour organiser les fichiers jusqu'à ce qu'on embauche un remplaçant, juste pour quelques semaines. On te paiera, bien sûr. J'hésitais. Je savais que je devrais dire non. Je savais que retourner dans ce bâtiment était une mauvaise idée, mais il a utilisé le mot « confiance ». Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Pendant une seconde, j'ai senti cette vieille espoir s'embraser. Il me fait confiance? Il a besoin de moi? D'accord, dis-je. Je peux venir les soirs et les week-ends pour aider? Bien, dit-il. Viens ce soir. Il raccrocha. Je ne le savais pas alors. Mais dire oui à cet appel était le début de la fin. Je marchais dans un piège. Mais ce n'était pas un piège qu'ils m'avaient tendu. C'était un piège qu'ils s'étaient tendu à eux-mêmes. Et j'allais être celle qui appuierait sur la détente. J'arrivais au quartier général du Pierce Event Group à 18 heures. Le bâtiment était impressionnant, vert et acier, situé dans le quartier le plus cher de Denver. Le logo était placardé partout, un P stylisé enveloppé de vignes dorées. Les bureaux étaient presque vides. L'équipe de nettoyage passait l'aspirateur sur les tapis. Je passais devant les photos sur le mur, des images de mes parents serrant la main à des sénateurs, des célébrités et des PDG. Il n'y avait pas de photos de moi. Je me dirigeais directement vers le département finance. Il était caché au fond, loin de la salle d'exposition où ils éblouissaient les clients. Le bureau de l'ancien comptable en chef, M. Henderson, était un désastre. Des papiers partout, les armoires à dossiers ouvertes. On aurait dit que quelqu'un était parti en hâte. Je m'assis au bureau et allumai l'ordinateur. J'avais les mots de passe admin que mon père m'avait donnés. Je pris une profonde inspiration. Juste organiser les fichiers, me dis-je. Préparer les comptes pour le nouveau. Fais un bon travail. Rends-les fiers. Pendant les premiers jours, c'était du travail standard, ennuyeux, répétitif, mais facile pour moi. J'organisais les factures, je réconciliais les relevés bancaires avec le chéquier. C'était en désordre, mais pas criminel. Mais à la deuxième semaine, je commençais à remarquer des choses. Les chiffres sont un langage. Si vous savez les lire, ils vous racontent une histoire. Et l'histoire que ces chiffres me racontaient n'avait pas de sens. Ça a commencé avec la paye? Je regardais les feuilles de temps pour le personnel de restauration. C'étaient les gens qui faisaient le travail dur. Porter des plateaux lourds, installer des tables pendant 10 heures d'affilée, nettoyer du vomi et du verre brisé à 2 heures du matin. Ils étaient payés à l'heure. Je vis un pattern. Beaucoup du personnel avait travaillé 50 ou 60 heures par semaine pendant la saison chargée des mariages en juin, mais quand je regardais le registre de paye final, celui qui émettait les chèques, leurs heures étaient plafonnées à 40. Les heures supplémentaires avaient disparu. Elles avaient été éditées manuellement, supprimées. Je fronçais les sourcils. Peut-être un bug? Je sortis les feuilles de temps physique d'une boîte dans le coin. Je les comparais aux fichiers numériques. Les feuilles physiques montraient les vraies heures. Le fichier numérique montrait les éditées. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un était entré dans le système et avait effacé des centaines d'heures supplémentaires. On parlait de milliers d'euros volés à des serveurs, des barman et des nettoyeurs, des gens qui gagnaient le salaire minimum. Mon estomac se noua. C'était du vol de salaire. C'était illégal. Je m'adossai à la chaise, le cœur battant. Peut-être que papa ne sait pas, pensais-je. Peut-être que Brooke ou Anderson l'a fait. Je décidai de creuser plus profond. S'ils coupèrent les coins sur la paie, où ailleurs coupaient-ils les coins? J'ouvris le dossier étiqueté « Fonds de secours gouvernementaux SACIT ». Pendant la pandémie, l'industrie hôtelière a été durement touchée.
Le gouvernement a distribué des subventions et des prêts pour aider les entreprises à garder leurs employés. Le Pierce Event Group avait reçu une subvention massive, plus de 72 million euros. La condition de la subvention était claire. L'argent devait être utilisé pour la paie, le loyer et les services publics, pour maintenir l'entreprise à flot pendant la fermeture. J'ouvris la feuille de calcul suivant. Comment cet argent avait été dépensé? Selon le rapport officiel envoyé au gouvernement, l'argent était allé à la rétention des employés, mais j'avais accès aux virements bancaires internes. Je suivis la piste de l'argent. Le 12 mai, un virement de 129 000 euros a été fait du compte de subvention vers une société écran appelée Apex Consulting. Je cherchais Apex Consulting. Elle n'existait pas, pas de site web, pas de numéro de téléphone. Je creusais plus. Je trouvais le compte bancaire associé à Apex. L'adresse du compte était une boîte postale aux îles Caïmans. Mais alors, je vis une note jointe au virement dans le système de mémo interne. C'était une seule ligne de texte. Rénovation Maison du Lac. Mon sang se glaça. Mes parents avaient acheté une maison au lac à Aspen l'année dernière. Ils s'étaient vantés des rénovations extensives, des sols chauffants, du nouveau quai, du système domotique. Ils avaient utilisé de l'argent fédéral de secours, de l'argent destiné à nourrir leurs employés. Pour rénover leur maison de vacances, je continuais à cliquer. Je ne pouvais pas m'arrêter. 69 000 euros pour la logistique était en fait un paiement à un concessionnaire de voitures de luxe pour la nouvelle Mercedes de Brooke. 34 000 euros pour les uniformes était une charge dans une boutique de designers haut de gamme à Paris pendant le voyage d'affaires de Brooke. La liste continuait. Ils saignaient l'entreprise à blanc, ils volaient le gouvernement et volaient leurs propres travailleurs. Et ils couvraient ça avec des tours de comptabilité bâclés qu'un auditeur trouverait en 5 minutes. S'il regardait de près, c'est pourquoi Henderson a démissionné. Il savait, il a probablement refusé de signer, alors il est parti avant que le bateau ne coule. Je restais assise là dans le silence du bureau vide. Je me sentais malade, je me sentais trahie. Ma famille n'était pas juste méchante. Ils étaient des criminels, ils étaient des menteurs. Je savais que je devais dire quelque chose. Je ne pouvais pas juste finir le travail et partir. Si je signais ces livres, je serais complice. Je pourrais aller en prison aussi. Le lendemain matin, je demandais à rencontrer mon père. Je marchais dans son bureau. Il était assis derrière son immense bureau en chêne, regardant par la fenêtre la skyline de Denver. Il avait l'air puissant, il avait l'air intouchable. « Natalie », dit-il en se tournant avec un sourire, « comment avancent les livres? Tout est prêt pour l'audit. » Je fermai la porte derrière moi. Je ne souris pas en retour. « Papa, nous devons parler. » Il fit un geste vers la chaise. « Assieds-toi, tu as l'air sérieuse. La machine à café est encore cassée. Ce n'est pas le café, dis-je. Je posai un dossier sur son bureau. J'ai trouvé des écarts, des gros. Il prit le dossier. Il ne l'ouvrit pas. Il me regarda juste. Des écarts. C'est un mot fort. « Papa !» Les heures supplémentaires pour le personnel de restauration ont été supprimées. C'est du vol de salaire et les fonds de secours. Je vois des virements vers des comptes personnels. La maison du lac, la voiture de Brooke. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la fraude fédérale. Ma voix tremblait, mais je la gardais stable. Il me fixa longtemps. Puis il rit. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était un gloussement dédaigneux, condescendant. « Oh, Natalie !» dit-il en secouant la tête. « C'est exactement pour ça que tu n'étais jamais faite pour les grandes ligues. » Je clignais des yeux. « Quoi? Tu vois tout en noir et blanc ?» dit-il en se penchant en avant. « Les affaires, c'est gris. Nous sommes dans un climat économique difficile. Nous faisons ce que nous devons pour survivre. Ces virements que tu vois, ce sont des prêts temporaires. Nous les rembourserons. Et les heures supplémentaires, ces membres du personnel ont accepté un tarif forfaitaire. C'est un accord verbal. C'est illégal. » Dis-je. Tu ne peux pas avoir un accord verbal pour payer moins que le salaire minimum pour les heures supplémentaires. Et tu ne peux pas te prêter de l'argent de subvention fédérale pour une maison de vacances. Son visage se durcit, le sourire disparut. « Je ne t'ai pas demandé de m'auditer, Natalie, » dit-il, sa voix tombant à un grognement bas. « Je t'ai demandé d'organiser les fichiers. Je t'ai demandé d'aider ta famille. Mais comme toujours, tu veux transformer la paperasse en drame? Tu veux être la police morale? J'essaye de te protéger, arguai-je. Si l'IRS voit ça, si le département du travail voit ça,
Ils ne le verront pas, m'interrompit-il. Parce que tu vas le corriger? C'est pour ça que tu es ici. Fais correspondre les chiffres. Ajuste les catégories. Sois créative. C'est ce que fait un comptable. Je le regardais avec horreur. Il me demandait de truquer les livres. Il me demandait de commettre un délit pour couvrir sa cupidité. Je ne peux pas faire ça, murmurai-je. Il se leva. Il contourna le bureau et se dressa au-dessus de moi. Tu le feras, dit-il froidement, parce que tu es une Pierce, et cette famille protège les siens. À moins, bien sûr, que tu veuilles être la raison pour laquelle ta sœur perd son emploi, la raison pour laquelle ta mère perd sa maison, c'est ce que tu veux? Nous détruire. Je ne vous détruis pas, dis-je en me levant. Vous vous détruisez vous-même? Source, dit-il. Retourne dans ce bureau et fais le travail pour lequel je te paie. Et si tu dis un mot de ça à quiconque? Quiconque. Natalie, tu le regretteras. Tu comprends? Je ne répondis pas. Je pris le dossier et sortis. Je retournai au bureau des finances. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Il s'en fichait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et il s'en fichait. Je m'assis à l'ordinateur. Je savais ce que je devais faire. Je fouillai dans mon sac et sortis une petite clé USB argentée. Je ne corrigeais pas les chiffres. Je ne supprimais pas les preuves. Je les copiais. Je téléchargeais les vrais journaux de paye. Je téléchargeais l'historique des virements bancaires. Je téléchargeais les emails où Brooke exigeait un remboursement pour sa virée shopping à Paris. Je téléchargeais les mémos internes où mon père ordonnait à l'ancien comptable de faire disparaître le problème des heures supplémentaires. Je sauvegardais tout, chaque mensonge, chaque euro volé. Ça prit 20 minutes. La barre de progression à l'écran semblait avancer au ralenti. 98%, 99% terminé. Je retirai la clé et la mis dans ma poche. Elle semblait lourde, comme une pierre. Je passais le reste de la journée à faire semblant de travailler. Je déplaçais quelques fichiers inoffensifs. Je rangeais les papiers physiques. Je fis en sorte que ça ait l'air que j'étais une bonne fille. Quand je partis ce soir-là, je passai devant le garde de sécurité. Il me fit un signe. « Bonne nuit, mademoiselle Pierce », dit-il. « Bonne nuit », dis-je. Je marchai jusqu'à ma voiture, entrai et verrouillai les portes. Je serrai le volant si fort que mes jointures blanchirent. J'avais les preuves, mais je n'allais pas les utiliser. Pas encore. J'étais encore une Pierce. J'étais encore conditionnée à les protéger. Je me dis que je les garderais juste comme assurance. Au cas où ils essayaient de me blâmer pour quelque chose, je me dis que peut-être, juste peut-être, ils le corrigeraient d'eux-mêmes. J'étais naïve. Je pensais que la pire partie était passée. Je pensais que la confrontation avec mon père était le climax. Je ne savais pas que la vraie trahison arrivait encore. Je ne savais pas que dans quelques semaines, il ne me demanderait pas juste de mentir, il m'effacerait complètement. Le job temporaire se termina, je retournai à ma vie normale. J'attendis, et puis l'invitation arriva. Quand le job temporaire se termina, je m'attendais à une conversation. Je m'attendais à ce que mon père m'appelle dans son bureau et dise « Merci pour l'aide, Natalie ». Je m'attendais à ce que ma mère m'invite peut-être à dîner en remerciement, mais je n'eus rien. Mon dernier jour, je laissai ma carte d'accès sur le bureau. J'envoyai un email à mon père disant que les fichiers étaient organisés. J'attendis 10 minutes, fixant l'écran, espérant une réponse. Rien. Je sortis du bâtiment et rentrai chez moi. Je vérifiais mon téléphone toutes les heures ce week-end-là. Je pensais, sûrement ils appelleront. Sûrement ils réalisent que je viens de les sauver d'un désastre. Mais le téléphone ne sonna pas. Le silence s'étira sur des semaines. C'était une douleur spécifique. Ce n'était pas la douleur aiguë d'une dispute. C'était la douleur sourde, lancinante d'être oubliée. C'était la réalisation que pour eux, je n'étais pas une fille. J'étais juste un membre du personnel. Ils n'avaient pas à payer. J'étais un outil qu'ils utilisaient et remettaient dans le tiroir jusqu'à ce que quelque chose d'autre casse. Je retournais à ma propre vie. Je travaillais mon vrai job. Je planifiais mon mariage avec Tyler. Mais il y avait un trou dans ma poitrine. Je portais le secret de leur fraude comme une lourde pierre. Je savais ce qu'ils faisaient. Je connaissais les salaires volés et les subventions mal utilisées. Chaque fois que je voyais une photo de Brooke sur Instagram souriant sur un bateau ou à un dîner chic, je me sentais malade. Je savais qui payait pour ce dîner. La femme de ménage qui travaillait 60 heures et était payée pour 40. Elle payait pour ça. Puis 2 mois plus tard, le courrier arriva. C'était une épaisse enveloppe crème avec une calligraphie dorée. Je reconnus l'adresse de retour immédiatement. Le domaine Pierce. Je l'ouvris,
À l'intérieur, une carte lourde avec des lettres en relief. Gregory et Margaret Pierce vous invitent à célébrer le 30e anniversaire du Pierce Event Group. Une nuit de legs et de luxe. C'était le plus grand événement de l'année. Mes parents parlaient de cet anniversaire depuis une décennie. Ça allait se passer dans leur lieu phare, la grande salle de bal au sommet de la ville. Je tins l'invitation dans ma main, mon pouce frottant les lettres dorées en relief. Pourquoi m'avaient-ils invité? Était-ce une branche d'olivier? Était-ce leur façon de dire « Reviens au bercail » ou étais-je juste sur une liste d'envoi automatique? Je la montrai à Tyler ce soir-là. Il cuisinait le dîner. Il regarda la carte et fronça les sourcils. « Tu n'y vas pas, Kane ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » dis-je. C'est leur 30e anniversaire. C'est important? Nat, dit-il en posant la spatule. Ils t'ont traité comme de la merde. Ton père t'a menacé. Ils t'ont utilisé pour nettoyer leur bordel et puis t'ont ghosté. Pourquoi voudrais-tu aller les célébrer? Parce que ce sont mes parents, dis-je. Ma voix était petite et peut-être que je leur manque. Peut-être que si je me montre et que j'ai l'air bien et que j'apporte un cadeau réfléchi, les choses seront normales. Tyler soupira. Il s'approcha et me serra dans ses bras. « Tu as un si grand cœur, » dit-il. « Mais il ne le mérite pas. Je pense que tu te prépares à être blessé. J'ai besoin d'essayer, » dis-je. « Juste une dernière fois. Si ça se passe mal, j'en ai fini, je promets. » Il m'embrassa le front. « D'accord, je ne peux pas venir. Je dois travailler le quart de soir à l'entrepôt, mais j'aurai mon téléphone. Si tu as besoin de partir, appelle-moi. » Je passai la semaine suivante à me préparer. Je voulais avoir l'air parfaite. Je voulais avoir l'air d'appartenir à leur monde et j'achetais une robe. Je ne pouvais pas vraiment me le permettre. Une robe en soie bleu marine profonde qui me faisait paraître grande et élégante. Je me fis coiffer. Je passais aussi des jours à penser à un cadeau. Que donne-t-on à des gens qui ont tout? Je décidai d'opter pour quelque chose de sentimental. Je trouvai une vieille photo de mes parents de quand ils ont commencé l'entreprise. Juste eux deux, debout, devant une petite boutique de fleurs, l'air jeune et affamé. Je la fis restaurer numériquement et encadrer dans un beau cadre argenté. Je l'emballai soigneusement, j'écrivis une carte. « Félicitations pour 30 ans !» Avec amour, Natalie. Le jour du gala arriva. Je me rendis moi-même à l'hôtel. Le voiturier prit ma Honda, l'air un peu confus en la garant entre une Bentley et une Porsche. Je marchais dans le lobby. Il était transformé. Il y avait des fleurs partout, des roses blanches et des orchidées, des milliers. Il y avait un tapis rouge menant aux portes de la salle de bal. Des photographes prenaient des photos de célébrités locales et de politiciens. Je pris une profonde inspiration. Je serrai la boîte cadeau argentée contre ma poitrine. « Tu peux le faire, » me dis-je. Souris juste. Dis félicitations. Sois la bonne fille. Je montai sur le tapis rouge. Personne ne prit ma photo. J'étais invisible pour les caméras. C'était bien. Je n'étais pas là pour la presse. J'étais là pour ma famille. J'atteignis l'entrée de la salle de bal. Les portes étaient ouvertes, déversant une lumière dorée et de la musique jazz dans le couloir. Et ils étaient là. Mes parents se tenaient juste à l'intérieur de l'entrée, saluant les invités. Mon père avait l'air élégant en smoking. Ma mère portait une robe dorée scintillante qui coûtait plus que ma voiture. Ils riaient, serraient des mains, se prélassant dans l'adoration de la foule. Brooke était là aussi. Elle se tenait légèrement devant eux, agissant comme gardienne. Elle portait du rouge, un rouge vif et agressif. Je marchais vers eux. Mon cœur cognait contre mes côtes. Brooke me vit la première. Son sourire tomba. Il ne s'effaça pas lentement. Il disparut instantanément, remplacé par un regard de pure irritation. Elle s'avança, bloquant mon chemin vers nos parents. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. Sa voix était basse, mais tranchante. « J'ai été invitée, » dis-je en levant l'invitation. « Je suis venue célébrer. C'était une erreur, » dit Brooke. La liste d'envoi était automatisée. « Tu ne devrais pas être ici. » Derrière elle, mon père se tourna. Il me vit, ses yeux allèrent au cadeau dans mes mains, puis à mon visage. Il ne sourit pas, il ne fit pas signe. Il me regarda juste avec un regard froid et vide. « Papa » dis-je. J'essayais de contourner Brooke. Je voulais juste vous donner ça. Brooke posa une main sur ma poitrine. Elle m'arrêta physiquement. « Non » dit-elle. La musique sembla s'arrêter. Le bavardage des invités s'estompa en un bourdonnement. Je sentis les gens nous regarder. « Brooke. »« Écarte-toi » dis-je. Ma voix tremblante,
Je suis ta sœur, Brooke Reed. C'était un son cruel et discret. Elle se pencha près pour que seule je l'entende. Tu ne comprends vraiment pas. Hey, Hin, siffla-t-elle. Tu n'es pas l'une des nôtres. Tu ne l'es plus depuis longtemps. Tu es un risque. Papa le sait. Maman le sait. Je regardais ma mère. Elle était occupée à ajuster sa boucle d'oreille en diamant. Elle regardait délibérément ailleurs, feignant de ne pas voir ses deux filles s'affronter à 1 mètre d'elle. « Maman » appelai-je. Elle ne se tourna pas. Je regardais Brooke. Ses yeux étaient durs comme du silex. « Rentre chez toi, Natalie, » dit-elle. « Je veux juste leur souhaiter un joyeux anniversaire. » Suppliai-je. Je sentis des larmes piquer mes yeux. Je me haïssais pour ça. Je haïssais le fait de supplier. « Ils ne veulent pas tes vœux, » dit Brooke. « Et ils ne te veulent pas ?» Puis elle prononça la phrase qui coupa le dernier fil qui me retenait à eux. « Tu n'es plus de la famille ?» Je restais figée là. Les mots planaient dans l'air. « Tu n'es plus de la famille ?» Ce n'était pas dit avec colère. C'était dit comme un fait. Comme annonçait la météo, je regardai mon père une dernière fois. Il serrait la main du maire. Il riait. Il avait l'air heureux. Il avait l'air complet. Il n'avait pas besoin de moi. Il n'en avait jamais eu. Je baissai les yeux sur la boîte argentée dans mes mains, la photo encadrée de deux commençant leur voyage. Le cadeau d'amour d'une fille qui voulait juste être vue. Je sentis quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas un bruit bruyant. C'était un claquement discret, comme une brindille sèche en hiver. Je ne criai pas. Je ne jetai pas le cadeau. Je ne fis pas de scène qui ruinerait leur fête. Je hochai juste la tête. « D'accord », je murmurai. Je me retournai, je redescendis le tapis rouge. Je passai devant les photographes. Je sortis du lobby de l'hôtel et dans l'air frais de la nuit. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir réussi à couper le membre infecté. Ils pensaient que j'irais chez moi, pleurer sur mon oreiller et disparaître. Ils n'avaient aucune idée. Tandis que je m'éloignais, la tristesse commença à s'évaporer. Et à sa place, une clarté froide et dure s'installa. Si je n'étais plus de la famille, alors je n'avais plus à les protéger. Je n'allais pas à ma voiture. Je ne pouvais pas conduire. Mes mains tremblaient trop. Pas de tristesse, mais d'adrénaline. Je descendis la rue, ma robe en soie bruissant autour de mes chevilles. C'était un samedi soir animé au centre-ville de Denver. Les gens riaient, entraient dans des bars, mangeaient sur des terrasses. Ils avaient l'air si normaux. Ils n'avaient aucune idée qu'à quelques pâtés de maison, une dynastie se célébrait elle-même tout en pourrissant de l'intérieur. J'avais besoin d'un endroit pour m'asseoir. J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir. Je trouvai un petit café à environ 3 pâtés de maison de l'hôtel. Ce n'était pas chic. C'était une chaîne de café avec des lumières fluorescentes et de la musique indie jouant doucement. Il était vide, sauf un étudiant dans le coin et un barista fatigué essuyant le comptoir. J'entrai. La clochette de la porte tinta. Le barista leva les yeux. Il semblait surpris de voir une femme en robe de soirée formelle dans le magasin à 20h un samedi. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il. « Juste un café noir, s'il vous plaît, » dis-je. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Comme robotique, je payai, pris la tasse et m'assis à une petite table ronde au fond, loin de la fenêtre. Je posai la boîte cadeau argentée sur la table. Elle était là à se moquer de moi. Je la poussai de côté, puis je fouillai dans mon grand sac en cuir. J'avais apporté mon ordinateur portable. Pourquoi? Par habitude principalement. Je n'allais nulle part sans lui. Ou peut-être que subconsciously je savais. Peut-être qu'une partie de moi savait que ce soir se terminerait avec moi en ayant besoin. J'ouvris l'ordinateur. L'écran brilla en bleu, illuminant mon visage. Je me connectai au Wi-Fi du café. Je pris une gorgée de café. Il était amer et chaud. Ça me recentra. « Tu n'es plus de la famille ?» La voix de Brooke repassait dans ma tête. Si je n'étais pas de la famille, alors j'étais juste une citoyenne. Et en tant que citoyenne, j'avais un devoir. Je ne faisais pas ça pour la vengeance. Je me disais ça. La vengeance est désordonnée. La vengeance est émotionnelle. C'était pour la justice. C'était pour la vérité. Je pensais au personnel de restauration. Je pensais à Maria, une femme que j'avais rencontrée dans la salle de pause qui avait 3 enfants et travaillait 2 jobs. Je pensais à comment mon père avait supprimé ses heures supplémentaires pour pouvoir acheter du marbre italien pour une terrasse. Je pensais à l'argent de subvention gouvernementale qui était censé garder les gens employés pendant une crise, de l'argent que mes parents avaient volé pour rénover leur maison de vacances. Ils étaient des voleurs riches, police, bien habillés,
Et tout le monde dans cette salle de bal applaudissait en ce moment. J'ouvris le dossier caché sur mon bureau. Pierce Internal Backup. Il était là, la preuve irréfutable. Les feuilles de calcul, les emails, les journaux de virement bancaire. J'ouvris mon client email. Je n'utilisais pas mon email personnel. Je créai un nouveau compte anonyme. Truthseeker 5280. Je tapais l'adresse du destinataire. Alicia Park au Denver Post. Alicia Park était la journaliste d'investigation la plus dure de l'État. Elle avait fait tomber des politiciens corrompus et des promoteurs malhonnêtes. Elle se fichait du pouvoir ou de l'argent. Elle se souciait des faits. Je fixais la ligne d'objets vide. Je tapais « Preuve de fraude »,« Pierce Event Group ». Puis je commençais à joindre les fichiers « Pièce jointe 1 »,« Payroll »,« Edits »,« 2020-2023 »,« XLSX »,« Pièce jointe 2 »,« Grant »,« Fund »,« Misuse »,« Apex »,« Consulting »,« PDF »,« Pièce jointe 3 »,« Email »,« Chain »,« Brooke Pra Pierce »,« Expenses »,« PDF »,« Pièce jointe 4 »,« Gregory Pierce Internal Memo », PDF. La barre de téléchargement avança sur l'écran. Verte, stable. J'avais besoin d'écrire un message. Je ne voulais pas sonner comme une fille déçue. Je ne voulais pas sonner folle. Je tapais, Mademoiselle Park. Jointes sont des documents financiers internes du Pierce Event Group. Ces fichiers démontrent un pattern systématique de vol de salaire et de fraude aux subventions fédérales sur les 3 dernières années. Vous trouverez des preuves que les heures supplémentaires pour le personnel horaire ont été supprimées manuellement pour réduire les coûts de paie. Vous trouverez aussi des enregistrements bancaires montrant que plus de 430 000 € en fonds de secours COVID fédéraux ont été canalisés vers des sociétés écrans et utilisés pour des rénovations immobilières personnelles et des achats de luxe par les propriétaires. Les métadonnées sur ces fichiers sont intactes. Les dates et les connexions utilisateurs, vérifiez leur authenticité. Je suis une ancienne employée qui souhaite rester anonyme pour l'instant. Veuillez regarder les virements Apex Consulting en premier. La vérité mérite d'être connue. Je le relus, simple, direct, sans émotion. Juste les faits. Je survolai la souris sur le bouton envoyé. Mon cœur fit un pincement douloureux. C'était ça? Une fois que j'appuyais sur ce bouton, il n'y avait pas de retour en arrière. Mes parents seraient ruinés. Ma sœur serait déshonorée. L'entreprise que mon grand-père avait fondée, que mon père avait bâtie en empire, s'effondrerait. Je regardais la boîte cadeau argentée à nouveau. Je pensais au regard froid de mon père. Je pensais à la façon dont il me regardait, comme si j'étais de la poubelle. Ils avaient fait leur choix quand ils m'avaient refermé cette porte au nez. Maintenant, je faisais le mien. J'appuyais sur envoyer. Message envoyé. Je m'adossais à la chaise. Je laissais échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 10 ans. Je fermais l'ordinateur. C'était fait. Je vérifiais l'heure. Il était 20h45. Le gala battait son plein. Il servait probablement le plat principal en ce moment. Mon père se préparait probablement à faire son discours sur l'intégrité et les valeurs familiales. Je pris une autre gorgée de café. Alicia Park était connue pour être une acharnée au travail. Je savais qu'elle vérifiait ses emails constamment, même un samedi soir. J'imaginais son téléphone vibrer. J'imaginais qu'elle ouvrait l'email. J'imaginais ses yeux s'écarquiller en voyant les chiffres. Je ne quittais pas le café. Je restais juste assise là dans ma robe en soie bleue sous les lumières fluorescentes. Je ressentais un étrange sentiment de paix. C'était calme ici, mais à 3 pâtés de maison, une tempête allait éclater. Je restais dans le café. Je ne pouvais pas partir. J'étais collée à mon écran. Attendant, à 21h15, mon téléphone vibra. C'était une notification de l'app du Denver Post. Breaking. L'empire des mariages premiers. Pierce Event Group, accusé de fraude fédérale massive et de vol de salaire. Je cliquais sur le lien. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Je sentis une étrange surge d'électricité. L'article était brutal. Alicia Park n'avait pas perdu de temps. Le titre était en gras. En dessous, il y avait une photo de mon père souriant à une cérémonie de coupe de ruban. Et en dessous, il y avait les documents. Mes documents. Il y avait des captures d'écran des journaux de paie altérés. Il y avait un graphique clair et facile à lire, montrant l'argent passant du fonds de secours gouvernemental à la société Écran aux Caïmans.
Il y avait une citation d'un lanceur d'alerte anonyme déclarant que les propriétaires avaient utilisé l'argent des contribuables pour rénover une maison de vacances privée pendant que leurs employés luttaient pour payer le loyer. Je levai les yeux de mon téléphone, j'ouvris l'app Instagram, je cherchais le hashtag du gala Pierce 30th Anniversary, juste 10 minutes avant. Le feed était plein de selfies, de verres de champagne et de photos des arrangements floraux. Maintenant, le ton avait changé. Je vis une vidéo postée par un invité juste 2 minutes avant. Elle était tremblante. Elle montrait la salle de bal. Dans la vidéo, mon père était sur scène. Il tenait un microphone au milieu de son discours. Il avait l'air confus. Dans le public, on pouvait voir l'effet Ripple. Ça commençait aux tables du fond. Les gens regardèrent leur téléphone, puis ils murmuraient à la personne à côté. Puis ils montraient leurs écrans à leurs voisins. Les applaudissements s'étaient éteints. Un murmure bas montait. Ça sonnait comme un essaim d'abeilles. Dans la vidéo, mon père tapa le microphone. Si nous pouvions nous calmer, s'il vous plaît, j'ai un toast à porter. Mais personne ne se calma. Puis la caméra pivota sur le côté de la salle. Les doubles portes s'ouvrirent. Ce n'étaient pas des serveurs apportant le dessert. C'était un groupe de 6 personnes en costume sombre. Ils ne portaient pas de smokings. Ils portaient des coupes-vents avec des lettres jaunes grasses au dos. Département du travail. Derrière eux, 2 policiers en uniforme. La personne filmant la vidéo halta. « Oh mon Dieu !» dit une voix de femme, hors caméra. « Est-ce une descente ?» La vidéo s'arrêta là. Je m'adossai à ma chaise dans le café calme. L'air semblait mince. J'appris plus tard ce qui s'était passé ensuite. L'équipe de réponse rapide du département du travail avait été alertée par Alicia Park 1 heure avant que l'histoire ne sorte. Parce que les preuves montraient une destruction active et en cours de dossier. Les éditions de paye. Ils avaient l'autorisation de sécuriser les lieux immédiatement pour empêcher plus de fichiers d'être supprimés. Ils marchèrent droit sur la piste de danse. La musique s'arrêta. L'orchestre de jazz cessa de jouer. L'agent principal marcha vers la scène. Il ne prit pas le microphone, mais sa voix porta. Il parla à mon père. Je ne pus entendre les mots, mais je vis le visage de mon père s'effondrer. La couleur le quitta. Il ressemblait à un ballon crevé. Brooke essaya d'intervenir. Je vis une photo sur Twitter 5 minutes plus tard. Elle pointait un doigt sur les agents, hurlant. Son visage était tordu de rage. C'était le visage qu'elle me montrait toujours. Mais maintenant, le monde entier le voyait. Les invités n'attendirent pas qu'on leur dise de partir. Ils commencèrent à prendre leurs sacs et manteaux. C'étaient des gens qui se souciaient de leur réputation par-dessus tout. Ils ne voulaient pas être vus sur une scène de crime. Ils ne voulaient pas être photographiés à côté d'un fraudeur. La salle de bal, qui avait été pleine de rires et de tintements de verre, 7 minutes, le gala du Legs et du luxe, s'était transformé en enquête de scène de crime. Je fermai mon ordinateur, je le mis dans mon sac, je me levai et sortis du café. Je marchai jusqu'à ma voiture. L'air de la nuit était frais. J'entendais des sirènes au loin se dirigeant vers l'hôtel. Je ne souris pas. Je ne jubilais pas. Je ressentis juste un lourd sentiment final de clôture. Ils m'avaient dit que je n'étais pas de la famille. Ils m'avaient dit que je n'appartenais pas à leur monde. Ils avaient raison. Je n'appartenais pas à un monde de mensonges. J'entrai dans ma voiture et rentrai en banlieue. Je n'appelais pas encore Tyler. J'avais besoin de m'asseoir dans le silence un peu plus longtemps. J'avais besoin de me préparer, parce que je connaissais la famille Pierce. Ils ne tomberaient pas sans se battre, et ils viendraient chercher quelqu'un à blâmer. Le lendemain matin, le soleil se leva comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était passé. J'étais assise à ma petite table de cuisine. Je portais mon peignoir. Une tasse de café fumait devant moi. Mon téléphone explosait depuis 6 heures du matin. Appel de ma mère. Appel de mon père. Appel de Brooke. Texto allant de « Où es-tu » à « Nous devons parler urgemment ». Je n'en répondis à aucun. Les nouvelles étaient partout. C'était l'histoire principale au journal du matin local. Empire local des événements s'effondre du jour au lendemain. Famille Pierce sous investigation pour fraude. Département du travail saisit les actifs. Tyler dormait encore. Il était rentré tard de son quart. Épuisé, il savait que quelque chose s'était passé. Il avait vu les alertes, mais je lui avais dit que j'expliquerais tout le matin. Puis à 8h30, ça arriva. Bang, bang, bang. Quelqu'un cognait à ma porte d'entrée. Je savais qui c'était. Je pris une gorgée de café. Je me levai, serrai mon peignoir et marchai vers la porte. Je l'ouvris. Ils étaient tous là. Mon père, ma mère et Brooke.
Ils avaient l'air terribles. Ils portaient encore les vêtements de la veille, mais les vêtements paraissaient ruinés. Le smoking de mon père était déboutonné, sa cravate pendait lâche autour de son cou. La robe dorée de ma mère paraissait criarde à la lumière du matin, son maquillage était barbouillé sous ses yeux. Brooke ressemblait à un fantôme, pâle, tremblante, ses yeux rouges de pleurs ou de cris. Ils n'attendirent pas d'être invités, ils me poussèrent pour entrer dans le salon. « Tu dois nous aider ?» dit ma mère. Sa voix était frénétique. Elle ne dit pas bonjour? Elle ne demanda pas pourquoi j'avais quitté la fête. Elle alla droit à la demande. « Ferme la porte !» aboya mon père. Il faisait les 100 pas dans la petite pièce comme un animal en cage. Nous devons régler ça avant que les avocats s'impliquent. Je fermai la porte et m'adossai contre elle. Je croisai les bras. « Que faites-vous ici ?» demandai-je calmement. « Ne joue pas à l'idiote. »« Natalie !» claqua Brooke. Elle était assise sur mon canapé, arrachant ses ongles. « Tu as vu les nouvelles? Quelqu'un nous a piratés! Quelqu'un a leaké de faux documents à la presse. »« Faux ?» J'arquai un sourcil. « Bien sûr qu'ils sont faux !» hurla mon père. Il arrêta de faire les 100 pas et me regarda. « Ou du moins, ils sont mal interprétés. La presse ne comprend pas comment nous opérons. Ils déforment tout. » Il prit une inspiration et essaya de se composer. Il mit son visage d'affaires, celui qu'il utilisait pour conclure des deals. « Natalie, dit-il, sa voix plus douce maintenant, tu es comptable. Tu connais nos livres. Tu connais le système. Nous avons besoin que tu regardes les fichiers. Nous avons besoin que tu écrives une déclaration disant que c'était des erreurs de saisie, des bugs dans le logiciel. » Je le fixais. Il était sérieux. Il pensait vraiment pouvoir tourner ça. « Tu veux que je dise que c'était un bug ?» demandai-je. « Tu veux que je dise que les 129 000 € que tu as envoyés au Caïman pour la rénovation de la Maison du Lac étaient une erreur logicielle ?» Mon père se figea. Ses yeux se plissèrent. « Comment sais-tu pour la Maison du Lac ?» demanda-t-il doucement. L'article n'a pas mentionné les détails spécifiques de la rénovation encore. Je ne s'y ai pas parce que j'ai vu le mémo. « Peppa, quand je travaillais pour toi, j'ai vu la note que tu as jointe au virement. » La pièce devint morte silencieuse. Ma mère haleta. Brooke leva les yeux, la bouche ouverte. « Tu savais ?» murmura ma mère. « Tu savais ? Et tu n'as rien dit. J'ai essayé de te le dire. » dis-je. Je suis allée au bureau de papa. Je lui ai dit que c'était illégal. Je lui ai dit que c'était de la fraude. Et tu te souviens de ce qu'il a dit? Je regardais mon père. Il me fixait avec un mélange de peur et de haine. Il m'a dit de le corriger. Je continuais. Il m'a dit de truquer les livres. Il m'a menacé. Il a dit que si je ne le faisais pas, je détruirais la famille. Alors, tu vas nous aider maintenant, dit Brooke en se levant. Tu dois... Si tu ne le fais pas, nous perdons tout. Tu comprends? L'entreprise, les maisons, la réputation, tout est parti. Ce n'est pas mon problème, dis-je. Pas ton problème? Ma mère hurla. Nous sommes ta famille. Comment peux-tu être si égoïste? Nous t'avons élevé, nous t'avons donné tout. Vous ne m'avez rien donné? Dis-je. Ma voix resta stable, ce qui semblait les rendre plus en colère. Vous m'avez donné un toit, sûr, mais vous ne m'avez jamais donné du respect. Vous ne m'avez jamais donné d'amour. Et la nuit dernière, vous m'avez dit exactement où je me situe. Je regardais Brooke. Tu as dit, tu n'es plus de la famille. Souviens-toi, Brooke tressaillit. J'étais stressée. Je ne le pensais pas. Tu le pensais? Et tu avais raison. Je ne suis pas de la famille. Je suis juste un témoin. Mon père s'avança vers moi. Ses mains étaient serrées en poing. Il avait l'air dangereux. Pour la première fois de ma vie, j'avais réellement peur de lui physiquement. Petite ingrate, commença-t-il, haussant la voix à un rugissement, puis la porte de la chambre s'ouvrit. Tyler sortit. Il ne portait pas un costume. Il portait un jean et un t-shirt, mais il paraissait plus grand que mon père. Il paraissait plus fort. Il marcha dans le salon et se tint à côté de moi. Il ne regarda pas mes parents. Il me regarda. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va ?» dis-je. Tyler se tourna vers mon père. « Gregory », dit-il. Il ne l'appela pas M. Pierce. Recule d'un pas. Mon père regarda Tyler choqué. Taylor était son employé. Taylor était censé avoir peur de lui. Tyler. Mon père dit, essayant de regagner l'autorité, c'est une affaire de famille. Retourne au lit. En fait, j'ai besoin de toi au bureau dans 1 heure pour aider à gérer le personnel. Tyler rit. C'était un rire sec, sans humour. Je ne vais pas au bureau.
dit Tyler. Et je ne gère pas ton personnel. Pardon, bafouilla mon père. Tu travailles pour moi? Plus maintenant, dit Tyler. Je démissionne. Avec effet immédiat, ma mère parut horrifiée. Tyler, sois raisonnable. Tu as un bon salaire? Tu épouses Nathalie? Tu as besoin de ce job? Je n'ai pas besoin d'argent qui vient du vol, dit Tyler. Il les regarda avec un dégoût pur. J'ai vu comment vous traitez les gens. J'ai vu comment vous traitez Nathalie. Je suis restée parce que je voulais garder la paix. Mais après la nuit dernière, après ce qu'elle m'a dit que vous avez fait, il secoua la tête. J'en ai fini de vous couvrir. Et j'en ai fini de vous regarder la harceler. Elle ment. Brooke hurla. Elle essaie de nous ruiner parce qu'elle est jalouse. Elle a leaké les fichiers. N'est-ce pas? C'était toi? Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Oui, dis-je. Je ne le criais pas. Je le dis juste. J'ai leaké les fichiers. Le silence qui suivit était plus lourd que des cris. C'était le silence d'une bombe qui avait enfin explosé. Ma mère couvrit sa bouche avec sa main. Mon père ressemblait à quelqu'un qui avait été frappé au ventre. « Toi, murmura-t-il, toi qui as fait ça à ton propre sang, vous avez enfreint la loi. » Dis-je, vous avez volé des gens qui n'ont rien. Vous avez volé le gouvernement et vous m'avez traité comme si j'étais invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelqu'un pour cacher vos crimes. Je ne vous ai pas ruiné. Peppa, j'ai juste allumé la lumière. Sortez, dit Tyler. Sa voix était dure. Sortez de notre maison. Mon père me fixa une dernière seconde. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux, seulement de la haine. Tu es morte pour moi? Cracha-t-il. Je sais, dis-je. Je l'ai été depuis longtemps. Il se tourna et sortit en trombe par la porte. Ma mère le suivit, sanglotant. Brooke s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Elle me regarda avec un regard de pur venin. « J'espère que tu es heureuse, » dit-elle. « Je ne suis pas heureuse, » dis-je. « Je suis juste libre. » Elle claqua la porte derrière elle. Le son résonna dans l'appartement. Je restai là à fixer la porte en bois fermé. Mes jambes étaient faibles. Je m'assis par terre. Tyler s'assit à côté de moi. Il m'enveloppa de ses bras. Il ne dit rien. Il me tint juste pendant que je tremblais. C'était fini. Le pansement était arraché. Le pont était brûlé. Mais pour la première fois de ma vie, l'air dans la pièce semblait propre. Les semaines qui suivirent la confrontation furent un flou d'avocats, d'interviews et de titres. Le département du travail ne s'arrêta pas à la salle de bal. Ils passèrent partout. Ils saisirent les ordinateurs, les armoires à dossiers et les enregistrements bancaires. Je fus appelée pour un interrogatoire. J'y allai volontairement. Je m'assis dans une pièce grise avec un enquêteur fédéral. C'était un homme gentil avec des yeux fatigués. Il me demanda de le guider à travers les fichiers que j'avais envoyés à la journaliste. Je le fis. J'expliquai les codes. J'expliquai les comptes fictifs. J'expliquais comment Apex Consulting était juste une boîte postale aux Caraïbes. Mais le témoignage le plus puissant ne vint pas de moi, il vint du personnel. Une fois les nouvelles sorties, la peur s'évapora. Les employés réalisèrent que les Pierce avaient perdu leur pouvoir. Ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Monica Alvarez fut la première à parler. C'était une femme calme qui travaillait au département paye. Je la connaissais. Elle était diligente et terrifiée de perdre son job parce que son mari était malade. Je m'assis au fond de la salle d'audience pendant les audiences préliminaires. Je regardais Monica marcher vers le banc. Elle paraissait petite, mais sa voix était claire. M. Pierce m'a dit que si je ne changeais pas les heures, dit Monica en regardant directement le jury, il trouverait une raison pour me virer, pour faute. Donc je ne pourrais pas avoir le chômage. Il a dit que les affaires étaient dures et que nous devions tous sacrifier. Mais ensuite, j'ai vu sa fille conduire une nouvelle voiture la semaine suivante. Elle commença à pleurer. « J'ai 3 enfants, » dit-elle. « C'est 10 heures supplémentaires par semaine. C'était notre argent pour l'épicerie. » Il a pris de la nourriture de la bouche de mes enfants. La salle était silencieuse. Je regardais mon père. Il était assis à la table de la défense. Il ne regardait pas Monica. Il regardait la table. Sa mâchoire serrée. Il paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu. L'enquête s'élargit. Il s'avéra que la fraude était encore plus grande que je ne pensais. Ils n'avaient pas juste volé des salaires et mal utilisé des subventions. Ils avaient falsifié des demandes d'assurance. Ils avaient corrompu un inspecteur sanitaire pour ignorer de la moisissure noire dans une des cuisines. L'Empire Pierce ne se fissura pas juste. Il se brisa. Les licences furent suspendues en premier. Ça signifiait qu'aucun alcool ne pouvait être servi dans leur lieu.
Puis, les lieux eux-mêmes furent fermés en attendant des inspections de sécurité, les contrats de mariage furent annulés, les mariés qui avaient réservé la grande salle de bal exigeaient leur dépôt. Mes parents n'avaient pas l'argent liquide pour les payer parce qu'ils l'avaient dépensé dans leur style de vie. Ils durent commencer à vendre des actifs. Je vis l'annonce en ligne un mois plus tard. La maison du lac à Aspen, celle qu'ils avaient rénovée avec de l'argent volé, elle fut vendue à perte pour payer les frais légaux. Puis le Pentus de Brooke fut mis sur le marché. Puis les voitures de société. Brooke démissionna de son poste. Ce n'était pas volontaire. Le conseil d'administration, des gens qui jouaient au golf avec mon père, la votèrent dehors pour essayer de sauver l'image de l'entreprise. Ça ne marcha pas. Le nom Pierce était du poison maintenant. Je ne leur parlais pas pendant cette période. Je bloquais leur numéro. Taylor et moi nous concentrâmes sur nos vies. Taylor trouva un nouveau job rapidement. C'était un bon manager, honnête et travailleur. Il fut embauché par une entreprise de logistique qui valorisait l'intégrité. Je continuais à travailler dans mon cabinet comptable. Mon patron m'appela dans son bureau après que les nouvelles eurent éclaté. Je pensais qu'il allait me virer pour être impliqué dans un scandale. Au lieu de ça, il me serra la main. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit-il. Ça a pris du courage. Il me donna une augmentation. Je ne célébrais pas la chute de ma famille. Il n'y eut pas de fête. Pas de champagne? Quand je vis les nouvelles que mes parents vendaient leur domaine principal, la maison où j'avais grandi, pour payer les règlements aux employés, je ressentis juste une profonde tristesse épuisante. Ça n'avait pas besoin d'être comme ça. Ils avaient tout. Ils avaient du talent. Ils avaient du succès. Ils avaient un leg. Mais ce n'était pas assez. Ils voulaient plus et ils se fichaient de qui ils blessaient pour l'obtenir. Je réalisais que j'avais pleuré la perte de ma famille pendant des années. Les funérailles n'étaient pas maintenant. Les funérailles se passaient au ralenti toute ma vie. C'était juste l'enterrement. Un soir, je marchais vers ma voiture après le travail. Je vis une figure familière debout sur le trottoir. C'était Monica Alvarez. Elle courut vers moi. Elle souriait. « Natalie », dit-elle. « Salut, Monica », dis-je. Elle prit mes mains. J'ai reçu le chèque aujourd'hui. Le paiement rétroactif et le règlement. Je suis si contente, dis-je. C'est assez pour payer nos factures médicales, dit-elle, les larmes aux yeux. Merci, je sais que c'était toi qui as leaké ces fichiers. Nous le savons tous. Merci de nous avoir sauvés. Elle me serra dans ses bras, je la serrai en retour, et dans ce câlin, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans la maison de mes parents. Je me sentis valorisée, je me sentis comme si j'avais fait quelque chose de bien. Je n'étais plus l'autre fille, j'étais Nathalie, et c'était assez 6 mois plus tard. La poussière était retombée pour la plupart. Le Pierce Event Group n'existait plus. Il avait été dissous, les lieux avaient été vendus à des concurrents. La marque était morte. Mes parents évitèrent la prison en prenant un accord de plaider coupable. Ils admirent la fraude, payèrent des amendes massives et acceptèrent de ne plus jamais détenir une licence d'entreprise dans l'État du Colorado. Ils étaient en probation. Ils étaient ruinés financièrement, mais ils étaient libres. Je ne les avais pas vus depuis le matin où ils avaient cogné à ma porte. Puis je reçus un texto. C'était de ma mère. C'était simple. « S'il te plaît, rencontre-nous. Washington Park mardi à 16h. Juste pour parler. » Je le montrai à Tyler. « Tu n'as pas à y aller. » Il dit « Tu ne leur dois rien. » Je sais, dis-je, mais je pense que j'ai besoin de... Pas pour eux, pour moi. J'ai besoin de les voir une dernière fois quand ils n'ont pas le pouvoir. J'ai besoin de fermer le livre. J'y allais seule. Tyler offrit de venir, mais je lui dis que c'était quelque chose que je devais faire moi-même. Washington Park était beau en automne. Les feuilles étaient dorées et rouges. C'était un lieu public, sûr et ouvert. Je les vis assis sur un banc près du lac. Ils paraissaient différents. Mon père, qui portait des costumes italiens et se tenait droit, portait une simple veste et un jean. Il paraissait vieux. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Il était voûté, regardant les canards dans l'eau. Ma mère ne portait pas de bijoux. Elle paraissait fatiguée. La netteté de son visage avait disparu, remplacée par un air affaissé, défait. Brooke n'était pas là. J'avais entendu qu'elle avait déménagé à Chicago pour recommencer, où personne ne connaissait son nom. Je marchais vers le banc. « Bonjour » dis-je. Ils levèrent les yeux. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes immédiatement. Mon père me regarda juste avec une expression lasse. « Natalie » dit ma mère. « Merci d'être venue. » Je ne m'assis pas.
Je restais debout devant eux. « Que voulez-vous » demandai-je. Je n'étais pas méchante. Je voulais juste savoir. « Nous voulions nous excuser » dit ma mère. Sa voix craqua. « Nous avons tout perdu. Natalie. La maison, les amis, l'entreprise. Tout est parti. Je sais, dis-je. Nous étions en colère contre toi, continua-t-elle, pendant longtemps, mais nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir et nous avons réalisé quelque chose. Elle regarda mon père. Il hocha lentement la tête. Nous avons réalisé que nous l'avons fait, dit mon père, sa voix était rauque. Pas toi, nous l'avons fait. Nous sommes devenus cupides. Nous sommes devenus arrogants. Il me regarda dans les yeux. C'était la première fois de ma vie qu'il me regardait sans jugement. Tu étais la seule qui nous a dit la vérité, dit-il. Tout le monde d'autre disait oui parce qu'il voulait de l'argent ou du pouvoir. Tu étais la seule qui a dit stop et nous t'avons puni pour ça. Je suis désolée. Natalie, ma mère sanglota. Je suis si désolée de t'avoir traitée comme ça. Je suis désolée de t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez. Tu as toujours été assez. Je les écoutais. Je les regardais pleurer. Une partie de moi voulait pleurer avec eux. Une partie de moi voulait courir dans leurs bras et prétendre que tout pouvait être réparé. Mais je savais que ça ne pouvait pas. Les dommages étaient trop profonds. La confiance n'était pas juste brisée. Elle était pulvérisée. J'apprécie que vous disiez ça, dis-je. Ma voix était calme. Vraiment? Pouvons-nous recommencer? Demanda ma mère, l'espoir montant dans sa voix. Nous avons un petit appartement maintenant. Tu pourrais venir dîner? Nous pourrions être une famille à nouveau. Je regardais les feuilles tomber des arbres. Je regardais l'eau. Non, dis-je doucement. Le visage de ma mère tomba. Maman, papa, dis-je, je vous pardonne. Vraiment, je ne vous hais plus. Je ne veux pas que vous souffriez. Alors pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que le pardon n'est pas un retour, dis-je. C'est un lâcher-prise. C'est lâcher la colère. Mais c'est aussi lâcher l'attente que les choses puissent être différentes. Nous sommes des personnes différentes maintenant. J'ai une vie, vous avez une vie, mais elle ne s'accorde plus. Nous sommes tes parents, murmura mon père. Je sais, dis-je, et j'espère que vous trouverez la paix, vraiment. Mais je ne peux pas retourner à cette dynamique. Je ne peux pas retourner à me demander si je suis assez bonne. J'ai construit une vie où je sais que je suis assez bonne. Et je ne peux pas risquer ça. Je reculai. Au revoir, dis-je. Natalie, s'il te plaît, appela ma mère. Je ne m'arrêtais pas. Je me retournai et m'éloignai. Ce n'était pas une sortie dramatique. Je ne partis pas en trombe. Je marchais juste, et à chaque pas, je me sentais plus légère. Je ne portais plus leurs attentes. Je ne portais plus leurs secrets. Je ne portais plus leur honte. Je les laissais sur le banc. Deux personnes qui avaient construit un royaume sur du sable et regardaient maintenant la marée l'emporter. Je marchais jusqu'à ma voiture, entrais et rentrais chez Tyler, 6 mois plus tard. Le nom Pierce n'était plus qu'une note de bas de page dans de vieux journaux. La ville avait tourné la page. De nouvelles entreprises d'événements avaient surgi pour combler le vide. La vie continuait. Ma vie était très différente, mais elle était merveilleuse. J'avais commencé mon propre petit cabinet de conseil. Ce n'était pas une entreprise de planification d'événements, c'était un cabinet de comptabilité légale. J'aidais les petites entreprises à organiser leurs finances et à s'assurer qu'elles étaient conformes à la loi. Mon slogan était simple, intégrité et chiffres. Les affaires marchaient bien, les gens me faisaient confiance. Ils connaissaient mon histoire. Ils savaient que j'étais la femme qui avait choisi la vérité plutôt que la loyauté familiale. Cette réputation, celle que ma sœur disait qui me ruinerait, devint en fait mon plus grand atout. J'embauchais Monica Alvarez comme gestionnaire de bureau. Elle était organisée, gentille, et elle s'assurait que tout le monde était payé à temps chaque fois. Un vendredi soir, j'étais dans mon nouveau bureau. C'était un petit espace avec des murs en briques et de grandes fenêtres donnant sur les lumières de la ville de Denver. Ce n'était pas un penthouse, ce n'était pas un palais, mais c'était à moi. Je finissais un rapport. La porte s'ouvrit. Tyler entra. Il tenait 2 boîtes de plat taille à emporter, encore à travailler tard. « Patronne » taquina-t-il. Je souris, juste en train de finir. « Comment était ta journée ?»« Bonne » dit-il. Il s'assit sur le bord de mon bureau. J'ai conduit devant l'ancien quartier général aujourd'hui. Ils l'ont transformé en centre médical. C'est bien, dis-je, de la guérison au lieu de la cachotterie. Tyler me regarda. Il tendit la main.
et coinça une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu sais, dit-il doucement, je pensais à cette nuit au gala quand tu es sortie. Ouais, tu paraissais si petite, dit-il. Mais tu étais la personne la plus forte dans la salle. Je ne me sentais pas forte. J'admis, je me sentais comme si je mourais. Mais tu n'es pas morte, dit-il. Tu as survécu, et tu n'as pas juste survécu, tu as prospéré. Il pausa. Est-ce que tu regrettes parfois? Demanda-t-il. Est-ce que tu souhaites parfois avoir juste gardé le secret et rester dans la famille? Je regardais par la fenêtre, je regardais les lumières de la ville, je pensais au dîner solitaire à la table en acajou, je pensais à la cruauté de Brooke, je pensais aux sourires faux et aux vrais crimes, puis je regardais mon bureau, je regardais le travail que je faisais, un travail qui aidait réellement les gens, je regardais Tyler, l'homme qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour lui. Non, dis-je pas une seconde. Tu ne les as pas détruits? Natalie, dit Tyler, faisant écho à une pensée avec laquelle j'avais lutté longtemps. Tu as juste arrêté de les protéger? Il y a une différence. Je sais, dis-je. C'est tout ce qu'il a fallu. La vérité n'avait pas besoin de mon aide pour les détruire. Elle avait juste besoin d'être libérée. Nous mangeâmes notre dîner dans le bureau calme, nous rîmes de quelque chose de bête. Nous planifiâmes notre randonnée du week-end. Je n'étais plus l'héritière d'un empire frauduleux. Je n'étais plus la fille déçue. J'étais Nathalie Pierce. J'étais comptable. J'étais une future épouse. J'étais une femme qui dormait profondément chaque nuit parce que je n'avais rien à cacher. J'ai appris que la famille n'est pas juste du sang. C'est comment vous traitez les gens, c'est le respect. Et parfois, vous devez perdre la famille dans laquelle vous êtes né pour trouver la famille que vous étiez destiné à construire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de mon histoire, rappelez-vous ça? La vérité fait peur. Elle peut brûler toute votre vie. Elle peut vous laisser debout seul dans le froid, mais le feu de la vérité nettoie aussi. Il brûle les mensonges, la prétention et la pourriture. Et quand la fumée se dissipe, ce qui reste debout est réel. Et se tenir sur un sol réel est la seule façon d'être. Can get honeycomb shearing. Alright. Ugh, the creepers. I really did attempt to patch up the village a bit, fill in some holes, make it more pleasant. And then more creepers appear. What am I meant to do, dude? Kill them before they blow up? It's never been done. Oh, Sue's loving the seeds. Froth them. Yeah, we could crank them into some... Ow! Dog! Assist! Get him! Ah! Is my dog going to die? Be honest with me. Is my dog going to die? Ah. I didn't drip rotten flesh. That's alright. I just won't use that dog for battle anymore. Easy. Lisa. Okay, I'm understanding. Okay. Cool. So this is Taterline. Carrot line. Wheat lion. Tater lion. Carrot line.
Wheat line. Tater line. Carrot line. Oh, the farm. It's farming. It's optimized. It's brave and strong and powerful. That's gonna be a zombie dog now? False. False information. Liars and Trixie. The tail is low. Oh shit. The tail is low. Okay, nobody panic. I have to have meat somewhere. I don't think I have meat. I haven't really been farming meat. Okay, perhaps that is my clue to start getting cows here. Make more of my cows. I mean, besides a few holes, I did alright. It's ugly as sin, but you know, it gets the job done. Mutton also works. But these are my beautiful bed babies. My beautiful goth bed babies. Look. First things first. More honey. And I'll get a bottle. Okay.